quotidien. D'abord et avant tout, avec le règlement général sur la protection des données, nous y reviendrons avec nos invités. Ces questions éthiques qui touchent nos droits fondamentaux au quotidien, elles nous concernent tous, depuis les sommets bruxellois jusqu'aux acteurs économiques les plus modestes, en passant par les élus, les fonctionnaires nationaux et locaux. Alors, évidemment, l'objet est particulièrement vaste. Et pour ce premier essai de sensibilisation grand public d'Europa Nova sur le sujet de la compliance, conformité, j'ai l'honneur de recevoir Marianne Frison-Roche, professeure à Sciences Po Paris, Sophie Musso, du cabinet de conseil Proéthique à Paris, Jonathan Marsh, président de la European Company Law Association, Stéphane Mortier, enseignant à l'école de guerre économique, et Marc Mossé, président de l'Association française des entreprises. Nous reviendrons sur les profils un petit peu plus spécifiques de nos intervenants au fur et à mesure des interventions, puisque leurs diverses fonctions et leurs diverses casquettes ont éminemment un sens dans les explications qu'ils vont nous apporter ce soir. Alors, de façon à permettre un panorama à la fois riche et ciblé, je vous propose une analyse qui se concentre d'abord sur ce qui nous unit entre acteurs publics, acteurs économiques européens, avant de s'intéresser à l'impact que peut avoir cette union sur l'extérieur. Comment est-ce que la compliance, conformité, nous permet de rayonner sur la scène mondiale? Alors, je vais vous demander de respecter un temps de parole. Sur 2 tours de prise de parole, un temps de parole de 7 minutes pour chaque tour de table virtuel. Alors, je vais commencer, s'il vous plaît, avec le professeur Marianne Frison-Roche. Lors d'un entretien aux Petites Affiches l'année dernière, vous annonciez que l'exécutif français a pris conscience de la nécessité de construire l'Europe de la compliance. Après avoir remis votre rapport au gouvernement sur l'apport du droit de la compliance à la gouvernance Internet, vous avez aussi titré un ouvrage paru l'année dernière sur l'Europe de la compliance. L'espace européen, il apparaît donc comme l'échelle pertinente de certains outils juridiques. Lors d'un entretien aux Petites Affiches, vous avez donc annoncé que l'exécutif français a pris conscience de la nécessité de construire l'Europe de la compliance. Votre ouvrage, paru aussi l'année dernière, se titre « L'Europe de la compliance ». Donc, pour vous, l'espace européen apparaît comme l'échelle pertinente de certains outils juridiques. Je pense que l'Europe est effectivement l'espace naturel parce que, tout simplement, sans doute, le droit de la compliance, et ne nous égarons pas dans des questions de vocabulaire, l'Europe de la compliance, elle est déjà construite. Elle est déjà construite parce que c'est la Cour de justice qui, en 2014, par les arrêts Google, puis en 2015, par l'arrêt Schrems, puis en 2020, par l'arrêt Schrems 2, c'est la Cour de justice, donc c'est le juge qui a exprimé son souci de continuer à protéger les personnes alors même que les technologies avaient menacé directement ces personnes. Donc, l'Europe de la compliance, elle est déjà en construction. Le RGPD, le fameux RGPD de 2016, n'est dans les mêmes que le prolongement de cette jurisprudence. Et donc, sans doute, nous avons la très chance de vivre dans un espace européen où les mécanismes de compliance sont déjà bien en place. Je rappelle par exemple que dans le RGPD de 2016, il n'y a pas que l'objet de la protection de ce règlement de 2016. Il a 2 objets. L'Europe de la compliance, nous l'avons déjà à travers l'impulsion de la Cour de justice. Merci à la Cour de justice à travers des cas assez minimes sur des personnes très ordinaires comme vous et moi. La Cour de justice a réussi à construire cela. Cela a été relayé par l'arrêt et les règlements RGPD. Le RGPD a 2 objets. D'une part, protéger les personnes, faire circuler les données. Donc, la circulation des données, ce qui a été l'Europe, c'est la construction de l'Europe des données. Et pour cela, nous avons par ailleurs une grande réussite européenne, c'est l'union bancaire.
Or, l'union bancaire n'existe pas dans d'autres zones du monde. C'est la capacité à construire, grâce à un superviseur qu'est la Banque centrale européenne, de pouvoir internaliser dans des opérateurs cruciaux que sont les banques, vous en parlerez très certainement avec vos autres invités, une obligation qui est de centraliser des informations pour les transmettre à des autorités publiques, par exemple sur les questions de blanchiment d'argent ou de corruption. Donc, à travers tout ce qui est déjà là et qui est tellement spécifique à l'Europe qu'aucune autre zone du monde n'a fait, qui est l'union bancaire, qui est le RGPD, mais qui est également la circulation des données, nous avons un avenir qui est la construction d'une Europe souveraine construite sur l'industrie des données. Donc, du coup, nous avons effectivement une Europe de la compliance qui est une Europe qui est l'instrument par lequel l'Europe souveraine va se construire. Très bien, merci pour ces considérations d'ordre englobante. Jonathan Marsh, je vous propose de revenir un petit peu sur le quotidien des entreprises. C'est-à-dire que en tant que président de la European Company Law Association, vous avez donc cette première casquette qui est de défendre les intérêts des juristes d'entreprise au niveau européen, mais vous avez aussi des fonctions dans le cadre d'une grande entreprise, une très grande entreprise. Donc en ce qui vous concerne, cet espace européen, dans le champ d'action du juriste d'entreprise au quotidien, dans quelle mesure est-ce qu'il est pris en considération? Alors, sans rentrer trop dans des considérations philosophiques, mais je sais que vous allez rentrer dans des éléments un petit peu plus concrets, c'est ce qu'on désigne comme le devoir de vigilance. C'est ça, cette prise de conscience européenne que l'on constate chez les juristes d'entreprise en Europe. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose peut-être de vous donner ma perception de la maturité de l'Europe en Europe sur la question de compliance, premièrement. Une petite expérience chez Total qui a servi de nous remettre à niveau, on va dire. Et puis, un exemple de difficultés que l'on traite au niveau européen au sein de l'ECLA en 7 minutes. Donc, vous m'entendez bien? Parfaitement? D'accord, très bien. Bon, écoutez, moi, je crois qu'effectivement, il y a une certaine maturité en Europe en création de normes juridiques. Hein. Et puis en France, vous avez, suite à SAPA 2 et l'AFA, on a un travail vraiment exemplaire en termes de formation, de transparence concernant les règles. Je pense notamment à cette pratique de contrôle périodique par l'AFA, leur questionnaire détaillé avec 162 questions qui permet aux entreprises d'avoir une vraie visibilité sur ce qu'il faudrait faire pour faire un autodiagnostic, de pouvoir rassembler les documents en amont de tout audit ultérieur venant de l'AFA, et puis de tester en quelque sorte l'efficacité de son programme de compliance. Et je crois qu'on est vraiment en avance sur ce qui se passe outre-Atlantique à cet égard. Maintenant, je pense qu'il reste encore un peu de chemin à faire en Europe en ce qui concerne l'application concrète de la loi, les ressources dévouées à la détection, l'investigation sont, de mon point de vue, encore un peu trop faibles. C'est en train d'évoluer, bien sûr, hein, mais au sein des entreprises européennes, de mon expérience, il me semble que les juristes craignent encore plus le spectre d'une enquête DOJ-SEC qu'une enquête menée localement. Le pouvoir mondial du dollar, de façon un peu coercive dont les enquêtes sont menées afin d'extraire rapidement une transaction. Les ressources sont pareilles hein, du DOJ de la SEC, le nombre de professionnels dédiés au service, le budget de fonctionnement, les technologies qu'ils utilisent. Et comme résultat, je crois qu'il y a
un nombre très important d'enquêtes avec des amendes très significatives. Et bref, en ce domaine, je pense qu'il y a l'architecture, il y a la loi qui est en avance en Europe à certains égards. Et on reviendra peut-être plus tard sur le devoir de vigilance. Mais je pense qu'il faudrait vraiment booster l'investissement dans l'appareil de contrôle pour atteindre un résultat acceptable. Alors, je voudrais juste revenir rapidement sur l'exemple que Total a vécu il y a quelques années suite à une enquête DOJ. Alors, c'est public, hein, c'était dans le début des années 2000. En raison de notre cotation à New York, nous avons fait l'objet d'une enquête concernant une représentation en Iran. Alors, 10 ans plus tard, nous avons transigé en 2013 avec le DOJ avec une amende de 400 millions. Et nous avons vécu un monitorat de 3 ans avec le moniteur Jean-François Théodore, avec des rapports périodiques au DOJ jusqu'à la clôture. Et puis, un examen final, une approbation finale de notre programme devant le DOJ. Alors, ce fut vraiment un électrochoc. Hein. C'était une expérience qui nous a servi de leçon. Nous avons vraiment remis à niveau de fond en comble l'ensemble de nos processus. Et puis, le sujet a été vraiment pris à bras-le-corps par la direction générale. L'organisation de la fonction compliance a pris vraiment une nouvelle dimension, hein, avec des initiatives impressionnantes, une prise de parole directe et fréquente du PDG, une politique de tolérance zéro, un directeur compliance rattaché directement au PDG, un programme de conformité mondial avec 400 compliance officers dans le monde, des audits réguliers, et puis bon, toute la panoplie de règles internes concernant les relations avec les autorités, les cadeaux, les acquisitions et tout ça. Et puis maintenant, depuis quelques années, nous avons adapté ce programme pour prendre en compte Sapin 2 et les principes de l'AFA. Et je dirais, oui, que je ne suis pas certain que sans cette expérience, on serait au même niveau aujourd'hui. Je pense qu'on doit avoir un des programmes de compliance vraiment le plus conforme, on va dire, aux objectifs de ces lois. Maintenant, alors concernant une situation au niveau plutôt européen qu'on rencontre au sein de l'ECLA, je pense que mes remarques seraient incomplètes si je ne concluais pas en soulignant un déficit critique en droit européen. De nombreux États au sein de l'UE, dont la France, ne reconnaissent toujours pas la confidentialité des avis juridiques des juristes d'entreprise. Et ça, c'est évidemment une question capitale dans le domaine de la conformité. Dans la mesure où le service juridique interne devrait être l'allié le plus solide des régulateurs pour garantir que leurs entreprises se comportent dans la lettre et l'esprit de la loi. Mais si les juristes internes ne peuvent pas servir leur entreprise en bénéficiant du legal privilege, ils ne pourront pas remplir correctement la fonction de conformité, ni vraiment mener des enquêtes internes. Alors, sur ce sujet, notre Association européenne de juristes d'entreprise, ECLA, est intervenue récemment pour soutenir le privilège juridique dans le cadre d'un appel à la Cour suprême des Pays-Bas dans une affaire de conformité. L'affaire est très intéressante parce que le tribunal de première instance a jugé que l'ensemble de la fonction juridique mondiale de l'accusé, une multinationale avec des centaines de juristes, a perdu le legal privilege simplement parce que le directeur juridique groupe était également membre du comité exécutif de la société. Et donc, le tribunal a estimé que les membres du comité exécutif jouent un rôle plutôt opérationnel et commercial et que ceci est incompatible avec la fonction juridique.
Alors, nous avons donc soumis un amicus curiae brief pour essayer de changer, renverser la décision au niveau appel. J'espère que nous allons obtenir gain de cause, mais en tout état de cause, c'est un sujet qui devrait, je crois, être traité au niveau européen par la Commission, parce que on ne peut pas avoir une jurisprudence différente dans les 28 pays. Je pense que c'est vraiment une question de souveraineté et d'avoir un niveau équivalent avec les juristes d'entreprise qui sont aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Voilà, je pense que je vais passer la parole aux autres intervenants. Merci. On repartira sur la question du rayonnement mondial, du coup, de vigilance, peut-être. Sur ces derniers mots, effectivement. Très bien. Alors, le point de vue des juristes d'entreprise, Sophie Musso, vous êtes avocate de formation. Vous êtes aussi passée par les services juridiques d'entreprise. Donc, vous êtes aussi sensibilisée aux questions qu'a pu soulever Jonathan Marsh. Mais votre démarche, vous, c'est de créer votre propre cabinet de conseil pro-éthique. Ça veut dire que cette formation d'avocat, de juriste, cette sensibilisation aux problèmes du blanchiment d'argent pour les grandes entreprises, finalement, vous en avez fait votre spécialité. Quels sont vos contacts d'un point de vue surtout français, en fait, est-ce qu'il y a une logique européenne dans votre démarche de conseil pro-éthique ? Écoutez, c'est vrai que c'est ce parcours, d'abord pendant 15 ans comme avocate, puis 10 ans au sein des services juridiques d'une grande entreprise que Jonathan connaît très bien, m'ont conduit à la direction conformité de ce grand groupe que j'ai quitté il y a 1 an, effectivement, pour monter un cabinet de conseil et non pas un cabinet d'avocats, ce qui peut paraître un peu particulier. Et ce qui montre bien, je pense, la pluridisciplinarité de la compliance, conformité, et effectivement son côté très rayonnant au-delà du domaine spécifiquement juridique. Vous avez évoqué en introduction de cette conférence la question des risques. Et je pense qu'effectivement, c'est une question fondamentale dans la mesure où ces programmes de conformité, comme on les appelle, et la terminologie nous vient d'outre-Atlantique, sont vraiment destinés à traiter, à adresser des risques très spécifiques, tels que celui de la corruption ou du blanchiment d'argent, est tellement spécifique qu'il nécessite des mesures de prévention extrêmement abouties, extrêmement diverses, qui vont construire ces programmes de conformité et avec pour objectif de limiter considérablement ces risques juridiques, financiers, réputationnels, qui sont liés à la corruption, au blanchiment, à la fraude, de manière très particulière. Alors, si on revient sur l'objet de la conférence, comme l'impact effectivement au sein de l'espace européen, eh bien, effectivement, comme l'a dit Jonathan, c'est clair que la France est vraiment en avance, j'allais dire même en avance, non seulement sur ses voisins européens, mais également en avance sur à peu près toutes les réglementations qui existent aujourd'hui à travers le monde sur ce sujet. Et en particulier, bien entendu, la réglementation américaine qui a été quand même à l'origine, qui est en tout cas historiquement la première à
adresser ces risques de façon aussi spécifique. Pourquoi est-ce qu'elle est en avance? Eh bien parce que, contrairement à la réglementation américaine, par exemple, ou même britannique, elle oblige à avoir un programme de conformité avec toutes ces mesures de prévention. C'est une spécificité de la réglementation française qui n'existe pas encore de manière aussi aboutie chez nos voisins européens. Et donc, on peut se poser la question déjà de savoir si il ne serait pas opportun que le législateur européen envisage peut-être un cadre commun sur ce sujet de la prévention des risques qui sont traités par la conformité. L'autre point, c'est qu'effectivement, au-delà de la prévention des risques, hein, qui nécessite un certain nombre de process très particuliers, que ce soit des cartographies, que ce soit des process d'évaluation des tierces parties en relation avec l'entreprise, ou encore des dispositifs d'alerte qui peuvent exister, eh bien, se pose aussi la question de la répression, en tout cas de la prise en compte de la sanction d'un point de vue européen. Alors certes, effectivement, on ne peut que se féliciter de la création du parquet européen et de son entrée effective très récente cette année. Il n'en demeure pas moins que, comme vous l'avez souligné, son périmètre et son périmètre d'action est quand même extrêmement limité et qu'à ce jour, il ne concerne, si on peut résumer ça de manière peut-être un peu caricaturale, que le périmètre des fonds européens, et donc pas à proprement parler les questions de corruption telles qu'on peut l'entendre dans le code pénal français ou dans les autres législations pénales européennes. Donc c'est vrai qu'il y a encore un grand chemin à parcourir dont voilà, on n'est pas encore aujourd'hui très certain que nos institutions communautaires aient cette volonté, et même si effectivement, comme l'a souligné Madame le professeur, certains sujets comme la protection des données personnelles ont été complètement saisis par nos institutions communautaires, par le législateur communautaire, et on ne peut que s'en féliciter, puisque aujourd'hui l'Europe est effectivement certainement l'espace dans lequel la protection des données personnelles fait l'objet d'une réglementation la plus aboutie. Il n'en demeure pas moins que sur les autres sujets de conformité, on est encore loin d'avoir un rayon d'action qui se situerait au niveau de l'Union européenne. J'allais dire, quelles sont les conséquences pour les entreprises et notamment les entreprises françaises? Bien entendu, une disparité de réglementation qui est parfois vécue non comme une opportunité, mais plutôt comme une contrainte qui ne pèse que sur les entreprises françaises et non sur d'autres entreprises européennes. Donc ça, c'est effectivement un sujet de préoccupation pour un certain nombre d'entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des sujets, voilà, comme par exemple le sujet des alertes, qui aujourd'hui fait l'objet d'une directive européenne qui va un petit peu plus loin même que ce que prévoit la réglementation française avec la loi Sapin 2 sur ce point. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets dont certains sont déjà très avancés, comme bien entendu le sujet qui est traité par le règlement, le RGPD, d'autres beaucoup moins, mais qui montre que l'on peut quand même espérer que l'Europe se dote à terme d'un cadre législatif qui soit fortement inspiré de celui que l'on connaît en France aujourd'hui. Voilà, d'un point de vue très opérationnel, ce que je peux partager avec vous. Merci Sophie Musso. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin dans l'opérationnel et de rentrer encore un petit peu plus dans
dans le quotidien de cette lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Sophie Musso, vous avez parlé de la disparité de législation, mais au sein même d'un ordre juridique national, on perçoit des disparités, n'est-ce pas, Stéphane Mortier, en particulier avec les petites entreprises avec lesquelles vous avez plus l'occasion de travailler. Puisque pour revenir rapidement sur votre profil, vous êtes docteur en droit, vous êtes aussi enseignant à l'école de guerre économique, mais vos actions en matière qui relèvent plus de l'enquête, sans rentrer plus dans les détails, finalement, ne s'arrêtent pas qu'aux grands groupes et aux grandes entreprises qu'on pointe souvent du doigt finalement dans les médias. En effet, alors juste une petite correction, je ne suis pas docteur en droit, mais en sciences de gestion. Alors, je pense que je suis le seul non-juriste et donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborderai les questions de conformité. En tout cas, je les aborderai plus sur un aspect vision de l'entreprise dans son fonctionnement, dans son activité, son cœur de métier, je dirais. Alors, oui, moi je suis confronté essentiellement à des PME, mais PME qui sont dans l'environnement systématiquement des grands groupes, puisque ce sont leurs fournisseurs, leurs prestataires, leurs sous-traitants, etc. Et il est vrai que quand on passe un peu en revue les textes et européens, notamment en revue, qui impliquent une certaine conformité, je dirais, ces textes concernent des entreprises d'une certaine taille. Hein, si on prend la directive 214-95, on est bien sur un devoir de produire un rapport de performance extra-financière, mais concernant des entreprises qui soit sont cotées, soit sont quand même d'une taille conséquente. Quid de la PME dans cet environnement. Et c'est là, je pense, peut-être tout l'enjeu d'une législation intégrée européenne. Ces PME n'ont pas les mêmes ressources, je dirais, en matière de personnel, au sein de leur gouvernance, pour avoir un département conformité. Hein, ça, c'est indéniable. Donc, qui va s'occuper de la conformité? Première chose. Deuxièmement, peu importe qui s'en occupera, comment sera-t-il, lui, au sein de sa PME, au courant des choses avec lesquelles il doit être en conformité? Alors, on a évoqué le RGPD. Bon, ben, le RGPD, on a fait beaucoup de bruit autour et tout le monde n'est pas encore en conformité dans le monde des PME, mais au moins, on sait plus ou moins de quoi on parle. Si je vais aujourd'hui dans une PME parler d'activités extra-financières qu'il faudrait éventuellement un jour mettre dans un rapport d'activité, et on va me regarder avec des grands yeux. Et ce qui est logique, puisqu'il n'y a pas de spécialiste, je dirais, dédié à la question. Alors, il y a toujours la question de sous-traiter à un cabinet, effectivement, mais toutes les PME, en fonction de leur taille et de leur dimensionnement, n'ont pas la possibilité de le faire. Alors, quid? Que fait-on donc avec ces PME qui, elles aussi, doivent lutter contre la corruption, contre l'éventuel blanchiment d'argent, mais surtout sur d'autres aspects de conformité, le respect des règles environnementales, le respect des droits fondamentaux, le respect de la sécurité des travailleurs, tout cela est de la conformité aussi. Alors, effectivement, sur ces sujets qui sont peut-être un peu moins en vue que la corruption, eh bien, on ne va pas être soumis à une extraterritorialité d'un droit américain ou ce genre de choses. Mais c'est peut-être là pour les institutions européennes de dire, eh bien, puisque cela n'est pas encore fait avec un volet extraterritorial venant d'ailleurs, eh bien, faisons-le. C'est ce que nous avons fait avec le RGPD, qui a un volet extraterritorial. Hein, et
je pense que c'est peut-être là une fenêtre de tir, comme on dit chez les militaires, hein, à saisir pour l'Europe et avancer là-dessus. Alors, je reviens sur la PME en tant que telle. La PME fait partie intégrante de la chaîne de valeur de l'entreprise plus conséquente. Il y a bien un devoir, en tout cas pour les grandes entreprises, on avait notamment le devoir de vigilance des multinationales, qui doit, ces multinationales doivent accompagner en quelque sorte leurs prestataires sur, je dirais, une forme de conformité. Hein. Et cela venait, si je me souviens bien, suite à une entreprise qui s'était effondrée, enfin des ateliers qui s'étaient effondrés au Bangladesh. Donc, il y a bien des choses qui ont été mises en place. Alors, soit les entreprises conséquentes et dimensionnées ont une obligation d'accompagnement de leurs sous-traitants, on va dire de leur chaîne de valeur, soit on les laisse se débrouiller toutes seules. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais comment faire? Au moyen de politique publique, au moyen de… Alors, aller parler de l'Agence française anticorruption dans une PME de l'agroalimentaire. On va vous regarder, encore une fois, avec des grands yeux. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, cette PME a peut-être des contrats publics pour des cantines ou que sais-je. J'invente évidemment. Et elle est donc confrontée à cette législation. Elle est donc confrontée à la loi Sapin 2. Elle est donc confrontée à ce que comprend la loi Sapin 2. Ce n'est pas que de la corruption, c'est aussi le favoritisme, c'est aussi le conflit d'intérêts, etc. Je prends toujours un exemple assez simple. Quand vous avez besoin d'un stagiaire, on dit, oh ben tiens, il y a le fils d'un tel, il ferait bien l'affaire. Mais c'est une forme de favoritisme. Alors, jusqu'où doit-on aller? Là aussi, c'est une question. Alors, dans un grand groupe, généralement, on a mis des procédures en place avec, ben voilà, il faut plusieurs candidats, un petit comité de sélection. Enfin, dans une PME, ben, on va prendre le fils du copain, mais on va être en non-conformité par rapport à une certaine législation éventuellement. Alors, je tire un peu par les cheveux la question, évidemment, mais c'est ça la réalité de la PME. C'est je fais comment avec les moyens du bord. Alors, comme on dit aussi chez les militaires, eh bien, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà ce qu'on peut, je pense, dire des PME. Soit on les embarque dans le système, et je pense que c'est la bonne chose, mais encore faut-il mettre des process en place, soit on les abandonne en sachant que les PME, ben, c'est quand même 90%, si pas 95% de notre économie. Tout à fait, merci. Merci beaucoup, Stéphane. On va reprendre un petit peu de hauteur avec Marc Mousset, qui est président de l'Association française des entreprises, donc de tous les juristes d'entreprise, des juristes des petites entreprises et des juristes des grands groupes. Pour reprendre un petit peu de hauteur sur… alors, on attend beaucoup de l'Europe, bien évidemment, mais on attend aussi beaucoup des grands groupes, des grands acteurs économiques internationaux, transeuropéens, de façon à ce qu'ils accompagnent, de façon à donner du sens à cette gouvernance sur laquelle, sur le principe, tout le monde est d'accord, finalement. Toute entreprise de quelle taille qu'elle soit est d'accord sur le principe a priori, tout acteur public aussi a priori. Mais est-ce qu'on n'attend pas un peu trop justement du législateur européen qui arriverait en sauveur pour tous nous sortir de nos soucis? Bonjour à tout le monde. Merci Élise pour cette question. Je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question. Et je ne sais pas s'il y a un sauveur quelque part. Donc, je partirai sur un autre terrain
qui nous aidera peut-être à répondre à cette question-là. Ce que je crois intéressant, fondamentalement intéressant avec la conformité ou la compliance, c'est que on n'a jamais autant parlé du droit dans nos sociétés. Parce qu'on utilise ce concept qui vient de systèmes notamment anglo-saxons et américains, la compliance. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire vivre la règle de droit dans ses différentes formes d'expression au sein des entreprises. C'est ça dont il s'agit. Stéphane Mortier le disait à l'instant. Ce n'est pas simplement la question de la corruption, ce n'est pas simplement la question des données personnelles, c'est la question des droits sociaux, des droits environnementaux, des droits humains fondamentaux, quand on parle de devoir de vigilance, comme Jonathan le faisait précédemment. Donc, ce dont on parle à cet instant, c'est du respect de la règle de droit. Et ce qui est remarquable avec ce mouvement qui s'est intensifié autour de la conformité, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la règle de droit comme un élément structurant de nos sociétés, structurant de l'économie, et également du rôle que les acteurs économiques, les opérateurs, pouvaient jouer comme vecteurs de l'affirmation de la règle de droit. Et ça me paraît vraiment important parce que on reviendra certainement sur la question de la taille des entreprises, et Stéphane Mortier faisait des points tout à fait importants, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais ce qui me paraît essentiel dans ce que nous sommes en train de vivre collectivement, c'est que le droit reprend une place qui était négligée jusqu'à présent, une place qu'on lui refusait même à certains instants. Il n'apparaissait pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui, important pour prévenir des risques, pour protéger la réputation des entreprises et pour faire vivre les droits fondamentaux. Et d'une certaine manière, ce qui est tout à fait intéressant dans les mouvements législatifs qui se sont affirmés ces dernières années, que ce soit la loi Sapin 2, que ce soit la loi sur le devoir de vigilance, que ce soit le RGPD ou d'autres textes encore, c'est que d'une certaine manière, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont des acteurs de l'état de droit. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et sans doute qu'on ne reviendra jamais en arrière sur pour moi, sur ce qui est un acquis en France, qui est un acquis en Europe. Et ça, c'est un point vraiment, vraiment tout à fait fondamental. Je le dis avec d'autant plus j'allais dire presque de passion. C'est que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, quand on parle de l'entreprise, notamment en France, ça peut arriver dans d'autres pays européens, on y voit le mal incarné. Et lorsqu'on parle de conformité, oui, c'est parce qu'on vient corriger les turpitudes des entreprises. Moi, je pense qu'il faut regarder la question d'un autre point de vue, c'est comment fait-on en sorte que par la diffusion d'une culture du droit dans l'entreprise, eh bien, on prévienne les mauvais comportements et que, effectivement, l'entreprise soit un acteur positif de l'affirmation de l'état de droit. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. L'entreprise n'est pas le lieu des turpitudes. C'est un acteur qui est un acteur qui contribue, pas simplement à la croissance économique, mais à certains égards au progrès social et sociétal. Il ne le fait pas toujours assez, mais le rôle du droit et la manière dont il peut, cet opérateur, dont elle peut, cette entreprise, mettre le droit en action, eh bien, contribue à l'affirmation de certains principes et à les rendre vivants. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel parce que c'est le regard, j'ai envie de dire, positif de la conformité qui n'est pas simplement de courir après les mauvais comportements, même si évidemment il faut les corriger, les remédier. Mais moi, ce qui me paraît vraiment le plus important, c'est que ces mauvais comportements ne se réalisent pas, qu'ils ne soient pas commis, qu'ils n'interviennent pas. La vie, les entreprises, c'est quoi les KPI? C'est quoi le meilleur KPI pour la conformité, c'est que le mauvais comportement n'arrive pas. Ce n'est pas de faire la liste de tous les mauvais comportements qui sont arrivés, c'est qu'il n'y en ait pas eu. Alors évidemment, il y en aura toujours, parce que la nature humaine est ce qu'elle est. Puisqu'il n'y a pas de sauveur, et la nature humaine est ce qu'elle est. Mais je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, sur le fait que la conformité, au sens large, c'est plus que l'éthique. C'est plus que l'éthique. C'est le droit en action. Ce qui me fait terminer mon propos pour tenir dans les 7 minutes. Je suis à 5. J'ai un délai de grâce. Ce qui me paraît important, c'est que sur la conformité, ce qu'on doit
absolument considérer comme prioritaire, c'est la diffusion d'une culture. On peut, dans nos entreprises, mettre en place des process, des procédures, des guidelines, des policies internes. On en fait. Jonathan doit à ça à l'esprit, Sophie Musso a ça à l'esprit. On en fait, on en produit, on s'assure qu'elles sont bien respectées. C'est essentiel. Mais ce qui va faire la différence dans l'effectivité de toutes ces règles internes, de tous ces process, de toutes ces procédures, c'est la culture dont l'entreprise va s'emparer pour que chacun, du plus haut de l'entreprise, je n'ai pas envie de dire au plus bas, mais à toutes les fonctions qui existent dans l'entreprise, ait conscience de l'importance de la règle de droit. Alors ça passe par des formations, tous autant qu'on est, on fait des formations en interne à nos équipes, ou lorsqu'on est intervenant extérieur, on le fait pour le compte des entreprises. Ça sert à diffuser cette culture. Et tout à l'heure, Jonathan expliquait, en partant d'un exemple que Total avait vécu, le fait que c'est quelque chose maintenant qui est partout présent dans l'entreprise, et ça part d'en haut également. Le top management doit être pas simplement exemplaire, mais un diffuseur de cette culture. Et l'acculturation au droit dans l'entreprise, c'est un élément essentiel qui fait vivre définitivement cet enjeu de la conformité. Alors, du coup, par construction, lorsqu'une entreprise est transnationale ou multinationale, elle porte cette culture avec elle sur l'ensemble des marchés où elle opère. Et c'est ça qui est tout à fait essentiel. Ce qui me permettrait de donner l'exemple du RGPD dont on parlait tout à l'heure. Le RGPD est devenu un standard international. Souvent, on dit les Américains, ils font de l'extraterritorialité, etc. Et je vous renvoie à l'article de Anne Brunford sur le Brussels Effect, qui est vraiment intéressant pour montrer que Bruxelles produit aussi de l'extraterritorialité. Et le RGPD, de cette façon-là, est devenu un standard international. Et beaucoup d'entreprises appliquent le RGPD, pas simplement sur le territoire européen, ce qui est son champ d'application juridiquement établi, du point de vue de la compétence territoriale, mais l'applique également sur d'autres marchés où, du point de vue de Rationnel Loki, le RGPD n'aurait pas à être mis en œuvre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est à la fois l'effet du RGPD en tant que tel est devenu un standard international et le fait que des entreprises, par la culture du droit qui s'installe, qui se développe, qui se porte, eh bien, vont diffuser la règle sur tous les territoires où elles opèrent. Et ça me paraît important. Et le dernier point que je ferai à cet égard, et je termine vraiment, et là pour le coup j'ai dépassé les 7 minutes, c'est que je pense que de plus en plus, on sera conduit à avoir des approches, alors je vais dire ça de multi-stakeholders, de multi-parties prenantes. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel parce que c'est intéressant à un moment où on vit une crise du multilatéralisme, ce qui n'est pas indifférent sur la géopolitique du droit. Je pense que de plus en plus, les parties prenantes vont travailler ensemble, les États, les ONG, les entreprises, pour définir un certain nombre de règles. Ça peut être de la soft law, mais ça peut être efficace aussi pour les raisons que je viens de dire. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, qui est l'appel de Paris pour la cybersécurité pour la sécurité et la confiance dans le cyberespace, qui a été conclu dans le cadre du Forum de Paris de la paix, le Paris Peace Forum, il y a bientôt 3 ans, et qui a plus de 1000 et quelques signataires, États, entreprises, ONG, pour faire vivre un certain nombre de normes et les faire évoluer au fur et à mesure. C'est une approche vraiment intéressante parce que c'est multi-stakeholder, ça touche à la conformité, ça touche à la compliance, ça touche à la règle de droit, et ça fait de l'ensemble de ces acteurs, d'une communauté très large finalement, des vecteurs de la règle de droit. Et Marianne Faison-Froche faisait référence à la souveraineté. Je pense que la bonne question à l'époque où nous sommes, c'est pas de penser en termes de frontières, mais de penser en termes d'effectivité de la règle de droit. La souveraineté, elle se caractérise par le fait que les garanties fondamentales, la protection des droits, la promotion des droits fondamentaux est garantie partout. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est comment fait-on pour que cette souveraineté, celle de la garantie des droits, soit appliquée. La passion qu'on doit avoir, ce n'est pas pour l'État et les frontières, ce sont des outils pour faire respecter les droits fondamentaux. C'est ça qui est tout à fait essentiel. Et ce sont les droits fondamentaux. Et donc, vraiment,
il est essentiel qu'on s'assure que les droits fondamentaux soient respectés partout, en tout instant, en tout lieu. C'est ça qui me paraît fondamental. Et de ce point de vue, les entreprises, quelle que soit leur taille, ont un rôle à jouer. C'est trop beau. C'est trop beau. Merci Marc. Alors C'était effectivement, 8 minutes. Oh, c'est trop beau. Ouais, on avait un peu de retard avant, mais comme tu as entamé la transition, ce que j'avais prévu de dire pour enchaîner sur la suite, je te propose donc, si tu veux, de continuer sur cet élément qui fait que nous avons une législation propre et particulière, qui fait que certains acteurs économiques et publics hors Europe sont obligés de s'y plier finalement pour faire des affaires. Donc, en voulant faire des affaires, on assure la sécurité juridique. Donc, finalement, on retrouve la construction fonctionnaliste européenne. Finalement, si les intérêts économiques sont liés, on est obligé de s'entendre sur les règles et on y est forcément d'accord puisque ça permet de continuer à faire du commerce. Donc, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose sur ce rayonnement finalement de nos valeurs fondamentales à l'extérieur qui sont permises justement par la conclusion de nouveaux contrats qui impliquent l'application de règles auxquelles nous tenons tout particulièrement? Cette question est pour moi. D'accord. Oui, non, mais encore une fois, je pense, je vais essayer de ne pas me répéter, mais je pense que le droit peut, y compris les droits fondamentaux, peut se traduire et peut être mis en œuvre, mis en action à travers différents outils. Pour être bien compris, les entreprises ne doivent pas se substituer aux États, ça n'aurait aucun sens. Il n'y a pas d'entreprise qui ait le rôle d'un État ou qui exprime une souveraineté à la place de l'État. Ça n'est pas souhaitable, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. En revanche, bien sûr que les entreprises, comme les ONG, et c'est ce qu'on voit dans les approches multiparties prenantes, doivent, avec les pouvoirs publics, concourir à la mise en œuvre des droits. L'enjeu, ce n'est pas d'édicter des droits, c'est de faire en sorte qu'ils soient pleinement efficaces et qu'ils reçoivent leur pleine mise en œuvre. C'est ça. Et donc, bien sûr que des contrats peuvent être des vecteurs. On voit dans un certain nombre de cas et de relations contractuelles des entreprises qui demandent à des sous-traitants de signer des engagements sur la conformité, sur le respect des droits fondamentaux, des droits environnementaux, avec des clauses d'audit pour s'assurer que leurs sous-traitants respectent bien ces règles-là, et le cas échéant, avec des clauses résolutoires s'il s'avérait qu'au titre de l'audit, tel ou tel sous-traitant n'avait pas respecté les règles. Donc, encore une fois, sur ces questions-là, il faut qu'on soit créatif, il faut imaginer tous les outils à notre disposition pour faire en sorte que les droits fondamentaux soient pleinement mis en œuvre. Et sciemment, j'utilise l'expression droits fondamentaux parce qu'encore une fois, quand on parle de corruption, on protège des droits fondamentaux. Quand on lutte contre la corruption. Quand on parle de droits sociaux, on protège les droits fondamentaux. Droits environnementaux, on protège les droits fondamentaux. Donc, c'est bien ça qui est en jeu. Et de ce point de vue-là, les juristes ont un rôle majeur à jouer. Et je terminerai juste pour dire deux choses. La première, c'est qu'il y a eu des débats sur la conformité. Où la conformité doit-elle être mise en œuvre? Est-ce que ce sont les directions financières, les directions d'audit? Moi, je suis un fervent partisan, presque dogmatique à cet égard, de ce que la conformité doit être dans les départements juridiques. Parce que c'est une approche qui, encore une fois, renvoie à la question du droit et à son effectivité. Donc, je crois que les juristes ont un rôle majeur à jouer en termes de conformité. Et la deuxième chose, il faut aller au bout de la logique. C'est pour ça que la FGE a soutenu la démarche de l'éclat dans l'affaire que Jonathan évoquait précédemment. On a importé un certain nombre de mécanismes, notamment sur le terrain de la conformité, sans aller jusqu'au bout de la logique, qui est notamment de doter les juristes d'une entreprise de la confidentialité de leurs avis et de leurs consultations internes. C'est tout à fait essentiel parce que si vous voulez faire un travail de risque, d'analyse de risque, de remédiation des risques, vous devez faire ce travail en écrivant des choses, en allant jusqu'au bout des choses. Et si
on ne vous protège pas à cet égard, non pas pour cacher des malversations, comme pour les avocats, si un avis concourt à une infraction, il n'est pas couvert par la confidentialité. Ça a été jugé pour les avocats dans le cadre de leur secret professionnel. Il n'y a pas de raison que pour les juristes, ça soit différent. Mais simplement, ils doivent pouvoir faire ce travail de conformité, d'analyse des risques et de proposition de remèdes pour aller au bout de leur fonction de contribution à la mise en œuvre de la règle de droit, ce qui me paraît essentiel dans l'affirmation d'une souveraineté qui doit être la souveraineté du droit avant toute chose. Merci. J'ai fait 2 minutes cette fois-ci. C'est donc ce qui doit nous amener à décider en dernier ressort, c'est bien le respect des droits fondamentaux. On est bien d'accord. À quelque niveau que nous nous situions, Sophie Musso, si on reprend un petit peu cette question de cette défense des droits fondamentaux à tous les niveaux économiques, finalement, partout sur le globe et à tous les niveaux économiques, au moment de mettre en œuvre ces outils, non pas seulement pour respecter une règle de droit en interne, mais aussi finalement pour diffuser un modèle, ce dont vous avez fait votre principale activité finalement. Oui, je pense qu'il faut effectivement peut-être prendre un peu de recul et se remettre dans un contexte qui est celui de l'adoption de la loi Sapin 2 en 2016. Pourquoi est-ce que cette loi est adoptée? Il y a d'abord une volonté très forte du gouvernement de l'époque de protéger les organisations françaises dont certaines ont fait l'objet de poursuites, d'enquêtes, d'investigations, notamment de la part du DOJ, comme l'a rappelé Jonathan, qui ont abouti à des condamnations extrêmement élevées. Alors, extrêmement élevées pour l'époque, si on parle effectivement des près de 400 millions pour Total en 2013, aujourd'hui, on est sur des montants de condamnation encore beaucoup plus élevés. On sait que le montant des pénalités financières qui sont issues de l'application du FCPA, la législation américaine qui sanctionne les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir commis des faits de corruption et qui aboutit dans la majorité des cas à des accords, à des transactions, comme ça a été le cas pour Total, comme ça a été le cas pour Technip également, pour citer une autre entreprise française qui a fait l'objet de poursuites et qui a abouti à un accord. On sait que ça représente plusieurs milliards de dollars qui sont entrés dans l'escarcelle du trésor public américain. Et donc, cela a été rendu possible par le caractère extraterritorial de cette législation. Et c'est vraiment ce qui a conduit le législateur français à adopter cette loi en imaginant, en considérant qu'en se dotant d'une réglementation avec des standards au moins aussi élevés, et à mon sens même plus élevés par certains côtés que la réglementation américaine, eh bien on allait protéger les organisations françaises. En tout cas, celles qui seraient soumises à la loi Sapin 2. Alors, est-ce qu'on les protège? J'allais dire, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais on pourrait en débattre. Je ne suis pas certaine que ça soit aussi tranché que cela. Ce qui est certain, et on l'a vu par exemple dans une affaire récente, en tout cas qui a donné lieu à une transaction, un accord de manière récente, qui est l'affaire Airbus, où on a plusieurs législateurs, autorités de poursuite nationales qui ont participé ensemble à l'enquête et à l'accord qui a été conclu avec Airbus, là aussi pour des faits, des allégations de corruption. On voit bien que ça a permis aussi au parquet français d'une certaine manière, de prendre sa part dans ce dossier, ce qui peut-être aurait été moins possible avant l'adoption de la loi Sapin 2. Il y a un autre élément de contexte qui est important de rappeler également, c'est qu'en 2012, de mémoire, l'OCDE vient tirer l'oreille, si je puis dire, de la France, qui est considérée comme ne sanctionnant pas du tout des affaires de corruption. On
considère qu'il y a très peu de poursuites et encore moins de condamnations. Il n'y a pas de condamnation quasiment. Et donc, il y a vraiment une mise en cause de l'État français sur ce sujet. Alors, pour autant, il faut quand même ne pas oublier que cette nouvelle réglementation française, qui est de moins en moins nouvelle d'ailleurs, mais elle ne concerne qu'une partie des organisations publiques ou privées françaises. Et comme je trouve très bien souligné Stéphane, il reste toutes les autres, toutes les ETI qui, elles, ne sont pas soumises à la loi Sapin II. Et donc, dont on pourrait penser que, étant exclues d'une certaine manière du champ d'application de cette législation, eh bien finalement, elles auraient pas à adresser ces risques ou pas à se préoccuper de cela, et en tout cas, n'en ayant certainement pas ou très peu les moyens, pas à entreprendre un certain nombre de démarches et de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, que ce soit des procédures, des formations, des audits, comme tout le monde l'a illustré depuis le début de cette conférence. Il n'en demeure pas moins que si on lit par exemple le rapport qui vient d'être récemment publié il y a quelques semaines par l'Agence française anticorruption, l'AFA, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'elle ne parle pas seulement des entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette loi, et donc qui sont soumises à son autorité de contrôle, et qui font l'objet de contrôle, mais elle parle aussi des ETI qui n'entrent pas dans ce champ d'application et qui sont d'une certaine manière entraînées par leurs clients, leurs fournisseurs qui sont de plus grande taille, qui, eux, doivent mettre en place un programme de prévention de la corruption et qui, du coup, leur demandent par ricochet, par une certaine forme d'adhésion, d'elle aussi, de décliner un certain nombre de mesures. Si on prend par exemple la question de l'évaluation des fournisseurs, des tiers, eh bien, un groupe comme Total, par exemple, va avoir un certain nombre de process, de procédures qui vont permettre d'évaluer les risques de corruption qui peuvent être induits par l'entrée en relation avec un fournisseur. Eh bien, ce fournisseur, même s'il lui-même n'est pas soumis à la loi Sapin II, parce qu'il est de plus petite taille, il a moins de collaborateurs et il réalise un chiffre d'affaires moins important, eh bien, il va devoir lui aussi montrer qu'il se préoccupe de ce sujet. Donc, adopter de manière non volontaire cette fois-ci des mesures certainement moins ambitieuses que celles qui sont prévues par la loi Sapin II, mais qui participent aussi à la prévention des risques de corruption, à plus de transparence dans les relations commerciales sans doute, et donc à prévenir ces risques qui peuvent exister et qui sont adressés par les différentes législations en matière de conformité. Donc on voit bien qu'il y a un effet quand même entraînant qui est induit par ces législations qui pourraient être encore décuplées certainement par l'adoption d'un cadre législatif communautaire qui viendrait aussi certainement peut-être réduire ce qui est parfois vécu par les entreprises, et ça c'est une vision très opérationnelle, peut-être un peu ras des pâquerettes, si vous me permettez cette expression, mais que j'entends moi chez mes clients, qui est de vivre toute cette réglementation comme une contrainte, et comme une contrainte qui pèse sur elles en tant qu'entreprise française et qui ne pèse pas forcément sur leurs concurrents dans le reste du marché européen. Donc là aussi, il y a un sujet quand même qui mérite qu'on porte le débat comme vous le faites, je pense, au niveau communautaire. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on a vu, il y a plusieurs impulsions qui vont bien au-delà juste de la crainte de la sanction. Bien sûr qu'il y en a toujours qui vont attendre la sanction pour faire quelque chose, mais finalement, on est dans une logique, dans un cercle vertueux qu'on peut quand même constater au niveau de tous les niveaux au niveau de toutes les entreprises, avec des difficultés certes qu'il va falloir continuer, d'abord à informer sur ces difficultés, trouver des solutions et des solutions adéquates. Si elles peuvent être harmonisées, visiblement,
c'est quand même la meilleure chose que l'on puisse imaginer. Donc, on a une impulsion par le haut, cette législation, par le bas, entre guillemets, qui est la réalité de la vie économique, qui fait qu'on va se plier à la législation de l'autre de façon à faire du commerce avec ça. Stéphane Mortier, il y a aussi un autre point, c'est l'aspect harmonisation du droit et codification de droit. Alors, tu as aussi une expérience de ce côté-là. Si tu veux bien revenir aussi sur cette troisième impulsion, alors qui n'est pas forcément très avancée en Europe, dont elle devrait peut-être s'inspirer d'ailleurs, ou finalement, est-ce qu'elle n'est pas en dialogue avec l'espace OHADA, par exemple, à l'extérieur? Alors, oui, tout à fait. Alors, mon expérience en matière de codification reste quand même assez extérieure, je dirais, hein. J'en suis plutôt spectateur et je la diffuse, mais je n'y contribue pas en tant que tel. Mais oui, dans l'espace OHADA, donc Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, on a quand même 10 actes uniformes, donc 10 pans du droit des affaires qui sont harmonisés et identiques dans 17 États africains. Avec l'Association pour l'unification du droit en Afrique, avec laquelle je travaille, on a la volonté d'essayer, en tout cas d'impulser une dimension. Alors, nous, on l'appelle RSE, mais dans cette RSE, on va trouver quoi? On va trouver le respect de la personne humaine, le respect du travailleur, le respect de l'environnement, la lutte anticorruption, etc. Et là, on milite un peu pour que des dispositions relatives à la RSE de façon globale puissent être inscrites dans différents actes uniformes ou éventuellement faire l'objet d'un acte uniforme en tant que tel. Ce qui, à mon sens, serait un peu plus compliqué puisqu'on est vraiment sur, je dirais, des problématiques qui peuvent être très diverses. Hein. Entre le respect de l'environnement et la lutte anticorruption, on est quand même sur des choses qui ne s'abordent pas de la même façon. Mais par contre, mettre des dispositions dans l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales, par exemple, pour leur dire que les sociétés de telle taille ou de telle forme juridique, eh bien, ont à produire un rapport extra-financier dans lequel on justifie sa politique RSE au sens large. Je pense que ça peut être intéressant parce que là, le corpus juridique unifié et harmonisé existe. Donc, il suffit d'inscrire un article de plus et finalement, eh bien, ça prendrait forme, alors facilement, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, serait identique pour 17 États membres. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe. Hein, on l'a bien dit, la loi Sapin 2, elle est bien chez nous, elle n'est pas chez les Lituaniens ou chez les Grecs. Alors, je caricature encore une fois, puisqu'on a quand même des directives européennes, des règlements, etc., dans lesquels il y a des choses au moins pour nous orienter. Mais je pense qu'une harmonisation plus fine et une législation réellement commune sur ces questions pourrait avoir ses avantages. Parler d'une même voix, c'est plus simple que de se confronter. Aujourd'hui, l'économie, au-delà même d'être européenne, elle est totalement globalisée. Hein. Vous avez vos sous-traitants, vos fournisseurs et vos clients répartis un peu partout dans le monde. Lorsqu'ils sont répartis dans l'Union européenne, on ne parle déjà pas d'une même voix. Imaginons comment fait-on lorsque on sort les frontières de l'Union. Ça complique les choses. Alors, c'est pour ça qu'il y a des juristes. C'est pour rendre les choses complexes parfois plus simples. Hein. Je plaisante évidemment, mais on a besoin parfois. Et pas l'inverse. Je reviens sur la PME. La PME qui s'internationalise, si elle n'a pas recours à un juriste, elle ne peut pas s'internationaliser. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, effectivement, on a besoin des juristes pour ces questions-là, notamment, et pour la croissance de l'entreprise.
l'entreprise aujourd'hui, et je pourrais citer des exemples, des entreprises qui me disent « Oui, mais nous, on a toujours fait comme ça, on est toujours resté sur le marché local. » Mais ces entreprises disparaissent tout simplement parce que leurs concurrents, eux, s'internationalisent, eux, grandissent. Et quand on a à côté de soi un concurrent qui double de volume, eh bien, on devient de plus en plus petit et on finit par disparaître. D'où la nécessité, et tu le disais tout à l'heure, d'avoir une sécurité juridique par rapport à cela. Mais au-delà de cette sécurité juridique, je dirais que c'est de la sécurité économique de respecter la règle de droit, hein, d'avoir cette, comment on pourrait la dire, mais ce respect, de faire du droit une force pour l'entreprise. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ce que certains peuvent faire à des fins un peu plus prédatrices. Ben, j'utilise le droit pour harceler en contentieux, en quelque sorte, mon concurrent. Et c'est le jeu. Encore faut-il pouvoir rentrer dans ce jeu et faire ce que moi j'appelle de l'intelligence juridique à des fins d'accroissement de compétitivité. Hein. L'entreprise, son objectif, c'est d'être compétitive et d'accroître sa compétitivité. Eh bien, si le droit est un outil pour cela, eh bien, qu'elle utilise ce droit. Une entreprise qui sera conforme à ces règles de droit, eh bien, elle va veiller à sa réputation. Hein, c'est ce que Marc nous disait tout à l'heure, la réputation. Les aspects réputationnels de l'entreprise aujourd'hui sont fondamentaux. Une entreprise qui est engluée dans des conflits, quels qu'ils soient, parce que corruption, parce que conflit d'intérêts, parce que pollution, eh bien, cela joue sur sa réputation et donc sur son image vis-à-vis de son environnement, de ses clients, du consommateur, etc., et lui est préjudiciable. Alors qu'en étant en conformité par rapport à tout cela, eh bien, elle peut veiller à une réputation meilleure. Deux exemples. Quand vous avez des militants qui viennent devant un abattoir et qui l'empêchent de fonctionner parce que les animaux qui sont abattus ne sont pas dans de bonnes conditions, il y a bien un respect du bien-être animal. Et ça, c'est du droit aussi. Ce droit n'est pas respecté. Eh bien là, c'est la société civile qui va le dénoncer et elle le dénonce. Elle va donc atteindre à la réputation de cet abattoir, mais cet abattoir, s'il avait été en conformité, eh bien sa réputation aurait été meilleure. Donc, vous voyez, il y a bien cet aspect. Moi, je me souviens d'un dossier, mais c'est un peu pour l'anecdote, il y a quelques années, où des militants écologistes avaient mis des ruches à l'intérieur d'un bâtiment d'une entreprise de l'agroalimentaire parce que cette entreprise utilisait des pesticides, etc., etc. Aujourd'hui, on a la question du glyphosate. Cette entreprise n'avait pas anticipé ça. Et la notion d'anticipation, elle est particulièrement importante aussi. Hein. Je pense que pour être en conformité demain, il faut anticiper la conformité de demain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui doit être à l'esprit des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs, c'est de faire cette veille juridique d'anticipation. Moi, je me souviens du RGPD. Le RGPD, quand on l'a adopté en 2018, en mai 2018, il y a des entreprises qui disaient « Ah bon, mais c'est quoi? Je n'étais pas au courant. » Mais ça faisait combien d'années qu'on en parlait du RGPD? Personne ne l'a anticipé. On a attendu que ce soit effectif pour se poser la question. Bon, encore une fois, je caricature un peu, mais cette notion d'anticipation, je pense qu'elle est aussi importante. Comment se fait-il que nous avions une législation FCPA depuis des décennies et qu'on a une loi Sapin 2 en 2016? Je m'arrête là. Très bien. J'imagine, Jonathan, vous allez enchaîner effectivement sur cette question, sur cette ouverture de nos relations avec les États-Unis, peut-être en particulier, peut-être un peu plus loin. Oui, en fait, je voudrais m'exprimer sur cette question d'anticipation que Stéphane a soulevée parce que, et revenir sur le sujet de devoir de vigilance, par exemple. Franchement, autant dans le domaine du compliance, je crois que l'Europe est en train de rattraper un peu son retard.
parce que c'était quand même en 1977, je crois, qu'on a vu ces lois aux États-Unis sur le FCPA. Autant, je trouve que l'Europe est vraiment leader en avance et en train d'anticiper les questions qui vont être les plus importantes pour le monde, les entreprises et les juristes aussi, au-delà de ce domaine de lutte contre la corruption. Je pense évidemment aux ces questions de développement durable, RSE, gouvernance, et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont à une situation où on est obligé non seulement d'être rentable, d'avoir une bonne stratégie commerciale, etc., mais de démontrer notre utilité. Et sinon, on va perdre le droit d'exercer notre métier, et ce, quel que soit le domaine d'activité. Et on voit cela dans le domaine de la finance aussi, à la bourse. Hein. On voit aujourd'hui que Exxon a quitté le Dow Jones, n'est-ce pas? Et il y a une petite société en Floride qui fait des éoliens qui vaut 2 fois plus que Exxon. Donc le monde de la finance commence à voter avec leurs pieds, n'est-ce pas? La bourse devient une boussole morale. Et donc, il va y avoir des entreprises infréquentables et en matière d'acceptabilité et de développement durable. Et l'Europe légifère dans ces domaines et montre un petit peu le chemin hein, dans ces valeurs fondamentales, comme on a dit, droits humains, devoir de vigilance. Enfin, devoir de vigilance, c'est donc pour l'instant, c'est la France qui a montré le chemin, n'est-ce pas, avec cette loi qui nous oblige, n'est-ce pas, de préparer un plan de vigilance, de regarder, de faire des due diligence à l'étranger sur nos fournisseurs, de faire des consultations localement à l'étranger. Et on commence, ce n'est pas théorique, on commence à voir les premiers procès sur la base du manquement de devoir de vigilance. Donc, ça va être très intéressant à regarder dans les mois à venir. Mais je pense que c'est comme dans le domaine de compliance, je pense qu'il faut qu'on s'organise. Il faut communiquer, il faut une communication très claire, tour de table, tolérance zéro, et puis démontrer qu'il s'agit vraiment de valeurs fondamentales de l'entreprise. Mais je pense que Sophie et Stéphane ont mentionné que leurs clients, les entreprises, voient ces contraintes ces sujets comme des contraintes. Mais moi, je crois qu'il faut les regarder comme des opportunités pour améliorer nos pratiques, prendre de l'avance sur les concurrents à l'étranger qui n'ont pas ces contraintes aujourd'hui. Et dans les relations avec les pays, les clients, les contreparties dans les pays à l'étranger, quand on commence à montrer le souci que nous avons pour leur santé, la santé des clients, le rigueur dans la question d'analyse des conditions de travail que nous apportons quand on travaille. Et ils vont, je pense, à terme, ils vont comprendre dans certains pays que ils vont mieux travailler avec une entreprise française qu'une entreprise chinoise. Enfin, je dis ça comme exemple, ça peut être un autre pays. Hein. Et voilà, donc ça c'est très intéressant. Je pense qu'il faut regarder ça comme un avantage compétitif qu'on va créer pour les entreprises françaises et européennes. Je dis européennes parce qu'il y a une vraie accélération dans ce domaine et j'ai vu qu'il y a une initiative du printemps, le commissaire de justice Didier Reynders a annoncé une directive pour 2021 qui rendrait obligatoire une due diligence sur les thématiques du développement durable. Et ça a été clarifié en septembre. Le comité des affaires juridiques du Parlement a émis un rapport de recommandation sur une loi de droit humain, environnement et gouvernance. Alors, en quelque sorte, c'est une harmonisation par le haut parce que, si je comprends bien, c'est une espèce de transposition du devoir de vigilance français vers le droit européen. Donc, ça va être, je crois, un standard mondial comme le RGDP.
en matière de due diligence et de responsabilité. Voilà, et donc ensuite, bon, il y a d'autres sujets où l'Union européenne, je pense, est vraiment en avance. Je pense à la taxonomie de la finance durable, qui va être, enfin, qui va finir par une interdiction, je crois, bientôt, du financement par l'Union européenne dans le domaine des énergies fossiles. Hein. Donc, on voit que l'avenir en termes de veille juridique, Stéphane, on voit qu'il va falloir être créatif pour financer les projets pétroliers à l'avenir. Et puis, bon, et puis il y a toutes ces ambitions européennes en matière de transition énergétique avec les objectifs de zéro carbone en 2050. Et là aussi, on peut voir ça comme une contrainte, mais on voit aussi que les clients vont abandonner les entreprises qui ne font pas partie de cette transition. Et les fonds de pension vont vendre les actions de sociétés qui ne sont pas actives dans ce domaine. Et je trouve que c'est assez intéressant que même la Chine commence à prendre ce virage de transition énergétique. Ils ont fixé l'objectif de 2060 pour zéro carbone. Alors, on peut dire qu'on s'éloigne un petit peu de compliance, mais je pense qu'on est vraiment dans les droits fondamentaux et de l'environnement. Et je crois que c'est intéressant que la Chine voit aussi qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Elle est obligée de s'occuper aussi de leurs citoyens et je pense qu'elle voit que les clients à l'étranger vont peut-être refuser d'acheter des produits chinois s'ils ne respectent pas un peu plus ces questions. Donc, je crois que voilà, je voudrais quand même mentionner Milton Friedman, n'est-ce pas? En 1970, vous vous souvenez, il a soutenu que l'unique responsabilité sociale d'une société, c'était d'augmenter les bénéfices au profit de ses actionnaires. Et là, bon, on voit que c'est en train de changer. À l'autre extrême, on a en France la possibilité de créer des entreprises à mission, comme Danone. Alors, je pense que c'est vraiment louable. Maintenant, il faudrait quand même faire attention parce que il faut quand même maintenir une rentabilité durable pour pouvoir accomplir la mission. Donc, on ne peut pas aller jusqu'au bout et devenir une entreprise à œuvre caritative et aller en faillite. Donc, ça va être difficile de mener ces entreprises, je pense, parce qu'il va y avoir une tension de part et d'autre. Mais je pense que c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe en Europe et je pense que le monde entier nous regarde. Et je crois que, bon, même peut-être même dans un prochain avenir, les États-Unis vont suivre la Chine pour adopter des objectifs zéro carbone. Merci beaucoup, Jonathan. Professeur Frison-Roche, vous avez ouvert la conférence. Je vous propose le mot de la fin pour reprendre encore un petit peu de hauteur par rapport à tous ces éléments techniques et certains précis que nous avons pu développer ce soir. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant d'écouter des points de vue si divers. Si divers de quelque chose qui manifestement est en train de se faire. C'est en route. On voit que quelque chose se passe en Europe, que c'est à la fois nouveau pour l'Europe, nouveau pour la compliance, et que tout le monde regarde. C'est ce que j'ai écouté. Et que ça va avoir des impacts ça, j'ai bien écouté ça. Et par exemple, dans l'ouvrage qui va sortir sur les outils de la compliance, ça sortira en français et en anglais, où il y a
quelque chose sur la cartographie des risques, quelque chose sur les programmes de compliance, quelque chose sur les conventions judiciaires d'intérêt public. Et il y a quelque chose aussi sur l'Afrique qui est fait par un professeur de Nouakchott, en Mauritanie, qui explique bien qu'on ne peut pas plaquer sur l'Afrique notre conception trop occidentale de la compliance, que le monde ne se réduit pas à l'Europe et aux États-Unis. Je crois que ça, il faut que l'Europe s'en souvienne aussi. Et j'ai beaucoup apprécié aussi ce qui vient d'être dit. La Chine existe. Je ne doute pas que la Chine ait très certainement des très bonnes intentions en matière d'environnement. J'en suis peut-être un peu moins sûre en ce qui concerne les droits humains. Et j'ai bien écouté ce qu'a dit Marc Mossé. C'est-à-dire que le droit de la compliance ne se limite pas à la loi Sapin 2 et à la loi Vigilance, à la corruption, à la lutte contre la corruption et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça vise aussi, et peut-être avant tout, la protection des personnes, les droits fondamentaux. C'est en cela que l'Europe va être exemplaire, un modèle. C'est pour ça que l'Europe est regardée. Et ce que j'entends, ce qui vient d'être dit, c'est que les entreprises, à la fois, elles veulent jouer leur rôle. Les entreprises européennes, les autres aussi, mais qu'il ne faut pas non plus qu'elles fassent tout. D'abord parce que de temps en temps, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Et quand vous êtes dans la pratique et que vous allez dans les entreprises, on tient les grands discours que nous avons tenus, mais de temps en temps, on dit, bon, maintenant, il faudrait avoir quelques commandes, il faudrait avoir quelques marchés. Et là, il y a de la concurrence et à un moment, il faut quand même gagner. Et là, il faut que les entreprises gagnent un peu d'argent. Et je suis tout à fait dans cette perception-là et l'Europe aussi. Donc, il va y avoir cette concurrence qui va être maintenue. Ça, c'est tout à fait vrai. De la même façon que Marc a dit, les États, certes, ils n'ont pas à tout dominer. L'administration n'a pas à faire l'économie, mais enfin, quand même, les États, ils ont leur rôle à jouer. Et dans le droit de la compliance, en Europe, c'est aussi très clair. C'est aux autorités publiques de dire ce pourquoi c'est fait, à fixer les buts. Certes, ce sont des buts monumentaux, qui est de dire on ne veut pas de la corruption, qui est de dire on va lutter contre le changement climatique. Ce sont des buts énormes, ce sont des buts monumentaux, ce sont des buts politiques. Et c'est pour ça que ce sont les autorités publiques, c'est la BCE. Mais après, ce sont les entreprises dont par ailleurs le but, mais c'est quand même de gagner de l'argent. Le but des entreprises, c'est de gagner de l'argent. Simplement, comme c'est elles qui ont les moyens, l'information, les implantations, les personnes, comme l'a dit Marc, les personnes au sein desquelles, auprès desquelles, elles vont diffuser cette culture de la compliance à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, dans les filières. Elles vont diffuser cela comme elles veulent. Les États-Unis ne sont pas ennemis, concurrents certes, mais pas ennemis. C'est l'Occident. Et l'Occident a un principe commun, la liberté. Et le droit de la compliance, c'est un droit libéral. C'est un droit qui dit liberté, responsabilité, accountability, tout ça, ça va très bien ensemble. Il faut le garder, ça. Et comme c'est vous qui l'avez dit, en présentant votre table ronde, vous avez dit, nous avons besoin d'un monde responsable et libre. Et pour ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous n'avons pas comme chance d'avoir cette Europe à la fois spécifique et exemplaire? Et quel est le grand enjeu? Mais ça a été parfaitement bien dit. Le grand enjeu, c'est l'environnement. L'environnement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette alliance entre les autorités publiques, entre la volonté politique et entre les entreprises. Certes, plutôt les grandes
les opérateurs cruciaux qui ont les moyens, les structures, les filières, les informations, l'argent, parce que tout ça, c'est affaire d'argent, que l'on a évoqué un petit peu sous la forme pénible des sanctions. Ça, c'est l'ex post. Mais le droit de la compliance, c'est de l'ex ante. C'est de l'ex ante, c'est-à-dire de l'argent mis dans les programmes de prévention, d'éducation, d'alerte. Tout ça, c'est de l'ex ante avec des marchés financiers qui regardent et des banques qui ne financeront que s'il y a ça. Et cet argent, ce n'est pas les États. Les États, ils sont complètement ruinés. C'est les entreprises. Donc, si on a cette bonne répartition des autorités publiques qui, eux, sont observés par la population qui vote, je crois qu'il y a une élection dans pas longtemps. Donc, qui vote, qui regarde, qui n'est pas si bête que ça, qui juge. Pendant que les entreprises, elles aussi, elles ont des juges, les régulateurs, les superviseurs, les tribunaux. Et tout ça, avec ce système, avec des gens qui ne sont pas si bêtes, ne croyons pas qu'il y a les experts et puis les idiots. Les experts, ce serait nous 6, et puis après, tous les autres seraient des crétins qui ne comprendraient jamais rien et qui se contenteraient de manger tout le temps des hamburgers, ou bien des frites, comme vous voulez, ou bien des nouilles, comme vous voulez. Vous pouvez me citer ça comme vous voulez. Dans les zones géographiques du monde, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le droit de la compliance, c'est assez simple. Et tout le monde peut le comprendre. Et comme Marc a raison, la culture de la compliance, c'est simple. C'est que nous ne vivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne pouvons pas faire tout ce qu'on veut. Bah non. On vit dans un environnement avec des gens à côté. Et que si on n'en prend pas soin, ici et maintenant, on mourra tous. Donc, de cela, des autorités politiques qui disent que leur fonction, c'est l'avenir et que l'avenir, ils veulent en prendre soin. Et l'Europe, elle a dit ça, notamment par la BCE. Et moi, je trouve que l'Europe, c'est vraiment formidable, qu'elle est en train de faire un travail incroyable, qu'on a la grande chance d'avoir des banques européennes, d'avoir des entreprises européennes qui disent qu'elles veulent bien aider, juste aider. Enfin, c'est déjà beaucoup quand même, hein, aider. Qu'elles ne sont pas là pour sauver le monde. Comme ça a été dit, ce n'est pas elles qui ont à penser l'avenir. Elles se contentent d'avoir une stratégie pour ne pas faire faillite, pour continuer à faire du chiffre d'affaires, pour exporter, etc. C'est déjà bien, mais elles aident. Et si c'est cela, alors les États-Unis se disent, mais quelle chance ils ont, pourquoi on est comme eux? Et l'Afrique se dit, mais peut-être qu'on pourrait nous aussi survivre et néanmoins n'être pas colonisés. On pourrait quand même exister dans notre culture. Quant à la Chine, alors peut-être que vous comprenez quelque chose à la Chine et vous avez beaucoup de chance, car pour ma part, ça demeure une zone mystérieuse et j'ignore totalement quelle est la réalité de leur projet, en tout cas pour l'avenir des droits humains. Et je vous remercie vraiment beaucoup, car étant en train de rédiger le précidalos de droit de la compliance, j'ai eu grand intérêt à écouter la perspective que chacun ouvrait, car elles étaient toutes si différentes et si complémentaires. Merci, merci pour ces forts touchants mots, Madame le professeur. J'en profite pour excuser Marc Mossé qui a dû filer. Nous avons un petit peu mordu sur le timing. Je pense que la conclusion est claire, hein. Il va falloir qu'on se retrouve bientôt, hein. Tous avec d'autres, à d'autres occasions. Je pense que la conclusion est assez nette. Je pense que nous avons encore à continuer à partager nos analyses et notre ressenti sur finalement, en fait, ce qui est la défense de la dignité. Alors, je ne dis pas la dignité humaine, la dignité de la planète dans toute sa globalité, finalement. Si je peux me permettre un terme un petit peu générique de tout ça, on est en train de parler de dignité dans toutes ces perspectives que nous avons pu soulever ce soir. En tout cas, je vous remercie tous fort chaleureusement. À bientôt. Merci
Merci au public. La rencontre sera en visionnage, en replay, comme on dit en bon français aussi, ou visionnable a posteriori. Voilà, excusez-moi. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Et à très bientôt pour d'autres réflexions sur ce qui nous unit, ce qui nous motive et ce qui nous émeut. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée Au à revoir. tous. Au revoir, Merci, merci. au revoir.